Sur les marchés américains, on prend à nouveau la direction de New York. Grégory Volokin est avec nous en duplex, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, encore des résultats d'entreprises qui font l'actualité, puis quelques statistiques qui sont tombées, les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme chaque jeudi aux États-Unis, et puis on a eu un indicateur d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, Grégory. Oui, ce qu'on peut dire des inscriptions au chômage, elles sont arrivées un peu au-dessus de ce qui était attendu, avec une explication toute simple, c'est l'ouragan qu'on a eu sur la côte de Floride, de Caroline du Nord, au moment où justement l'enquête avait été faite, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Le secteur manufacturier de Philadelphie, mieux que prévu, mais quand même un petit ralentissement par rapport au précédent, mais je dirais ces deux statistiques n'ont absolument pas fait bouger les marchés. Bon, la politique, bien sûr. Comment est-ce que, quelques heures après le débat Trump-Clinton, dernier avant le vote du 8 novembre, comment est-ce que on analyse la seule phrase finalement qu'on retiendra de ce débat et qui fait l'actualité, ça évacue tous les autres sujets. Donald Trump qui, pour la première fois donc dans l'histoire de la démocratie américaine peut-être, refuse de s'engager à reconnaître le verdict du 8 novembre prochain. Il n'a pas dit qu'il refuserait de reconnaître le verdict, il a dit à ce stade, je réserve ma réponse, je garde le suspense. Oui, alors il a vraiment dérapé en fait, parce qu'on pouvait dire que pendant la première moitié de ce débat, il s'était à peu près comporté comme un être humain normal, sans trop insulter Hillary Clinton. Et puis évidemment, avec cette phrase, il perd un peu de crédibilité. Il en avait déjà plus tellement. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le grand soulagement de l'histoire, c'est qu'il n'y aura plus de débat. C'était le troisième, donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Mais vraiment, on avait d'un côté un démagogue qui n'arrive même pas à articuler vraiment solidement ni une critique de son adversaire ni un programme, et en face c'est le triomphe de la langue de bois de Hillary Clinton. Je dirais que vraiment on se réjouit que ces élections soient derrière nous, parce que ça donne pas une très très belle image de la politique américaine. Oui, il va falloir voter quand même. Il faudra attendre quand même le résultat des urnes. C'est encore un peu devant nous là justement. Oui, et puis alors justement c'est ça le point. Si maintenant vous avez un des deux candidats qui dit qu'il ne va pas accepter le résultat des urnes, l'après ou le lendemain des élections, on risque de voir des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir. Donc c'est ça qui a surtout, je dirais, choqué beaucoup de gens. Ça déstabilise un tout petit peu un système qui jusqu'à maintenant quand même, le système électoral américain, même s'il avait été mis à mal par exemple quand il y avait eu la polémique entre Gore et Bush et qu'on avait dû recompter les voix à cause de la Floride, etc. Mais enfin bon, là quand même le système solide américain avait triomphé. Là, si vraiment les gens descendent dans les rues pour contester le résultat des élections, ça va pas être très beau. Bon, allez, on va passer à l'actualité des entreprises. C'est peut-être plus réjouissant, quoique j'en sais rien. Enfin, il y a deux baromètres de consommation là. D'un côté, American Express, ça se passe très bien parce que le groupe a relevé sa prévision de résultats annuels, donc avec le quatrième trimestre et la période de fête de fin d'année toujours très importante qui va commencer. Puis à l'inverse, eBay, autre baromètre peut-être de la consommation, livre des prévisions relatives au quatrième trimestre et à la période de fête de fin d'année qui déçoivent un petit peu le marché, Grégory. Oui, alors je dirais justement c'est ça la question. Est-ce que eBay est encore un baromètre de la consommation et en fait ce qu'on voit tout simplement, c'est que eBay est en train de perdre des parts de marché extrêmement importantes par rapport à Amazon, mais aussi par rapport à d'autres sites online, par exemple Etsy, et je pourrais en citer des tas. Donc c'est en gros eBay qui aurait besoin de se renouveler. Et puis entre parenthèses, par exemple, le fait que Facebook ait introduit un marketplace où on peut en fait faire les mêmes opérations que sur eBay, ils ont introduit ça officiellement, ou réintroduit ça officiellement il y a 2 semaines. Tout ça, ça va pas aider eBay. Donc une fois encore, un exemple d'une compagnie qui était vraiment leader dans son domaine. La vente online avant eBay, ça n'existait pratiquement pas. Maintenant, elle a besoin, je pense, de se recréer pour retrouver un peu de la vigueur. Le 1% de croissance de ses abonnés, par exemple, ça suffit pas du tout pour plaire aux investisseurs.
consommateurs. Bon, et puis alors, donc eBay lourdement sanctionné avec une chute de quasiment 10%, et puis à l'inverse, je disais, American Express qui a relevé ses prévisions de résultats annuels. Le marché, évidemment, sanctionne très positivement la nouvelle, puisqu'American Express progresse de 8%. Et puis un mot du secteur des transports. Alors on a d'un côté les chemins de fer où semble-t-il il y a un petit sujet, en tout cas chez Union Pacific, qui est une compagnie de chemin de fer aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, l'aérien, où ça semble très bien se passer avec les perspectives d'American Airlines. Oui, alors pour revenir au chemin de fer, ce qui est intéressant en fait, c'est que regardez, il y a 20 ans, 30 ans, les chemins de fer c'était un peu un baromètre de l'activité économique aux États-Unis. Maintenant, je dirais que c'est un baromètre de rien du tout, si ce n'est du transport de charbon et de carburant. Et si on regarde les résultats de Union Pacific, c'est une baisse des transports justement de charbon de 25% sur le trimestre. Très difficile d'avoir des bons résultats dans ces conditions. Pour American Airlines, je dirais, ils bénéficient surtout d'une chose qui a été vraiment importante pour beaucoup de compagnies américaines. Ils ont réduit la capacité. Il y a moins d'avions. Les avions sont surbondés. Vous verrez ça très très rapidement si vous voyagez en direction des États-Unis. Et c'est ça qui aide vraiment en fait les résultats des compagnies aériennes en ce moment. Mais par exemple, American Airlines, ils viennent de le dire en fait, qu'ils sont assez inquiets de la concurrence des low cost, donc des discounters, et qu'ils vont devoir se battre contre ces discounters. Donc ça peut-être indique un tout petit malaise à l'intérieur du secteur qui depuis maintenant des semaines a surperformé. Je pense que c'est le secteur qui a le mieux marché aux États-Unis depuis la fin de l'été. Bon, voilà donc pour ce secteur aérien. Alors nous, on a eu de bonnes nouvelles dans l'aérien en Europe avec Lufthansa qui a remonté ses prévisions et ses objectifs pour son exercice en cours. Alors un peu contre la tendance pour le coup du secteur aérien en Europe qui est quand même affecté notamment par les questions géopolitiques et les questions de sécurité, d'attentats. En tout cas, Lufthansa en Allemagne profite de cette annonce et il bondit de 7%. Et puis encore un mot de l'actualité chez vous à Wall Street ce matin, Grégory, c'est Starbucks qui veut encore et toujours plus monter en gamme. Oui, on se demande alors qu'est-ce qu'ils vont proposer. Ils vont ouvrir 1000 nouveaux cafés qu'ils appellent réserves, où ils vont servir du café haut de gamme. Je ne sais pas trop ce que c'est du café haut de gamme. Tout ce que je sais, c'est que en fait, ils vont essayer d'avoir des produits à plus haute marge et d'offrir des cafés peut-être à 10 euros. Je n'en sais rien, mais c'est assez intéressant comme je dirais comme stratégie. Très très souvent, on essaye d'attirer plus de monde en baissant les prix. Là, ils font exactement le contraire. Et puis, ils vont aussi ouvrir des superstores en fait. Qui seront en moyenne 9 à 10 fois plus grands que les Starbucks habituels. Et ça, je pense, ça sera plus une sorte de lieu d'attraction. Il va y en avoir un qui va ouvrir à New York, il y en a déjà un à Tokyo. Donc oui, Starbucks essaye de s'adapter, d'offrir des nouveautés. C'est quand même à saluer, même si c'est des nouveautés qui vont peut-être coûter très cher aux consommateurs. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Le focus de Tech & Co. Focus ce soir sur ces techs qui réfléchissent, voire qui ne veulent surtout pas aller en bourse. Parfois elles repoussent l'échéance et parfois carrément elles ont dit que nous on fera ça le plus tard possible. C'est le cas notamment du patron d'Uber qui avait dit ça au cœur de l'été. On en parle ce soir avec nos invités, le président de BeBrave et associé d'Avolta Partners, donc Bruno Van Rieb, qu'on écoute souvent le matin chez Nicolas Dose dans Les Experts. Bruno, bonsoir, bienvenue. Merci. Du coup vous dites bonjour, vous n'êtes pas habitué à dire bonsoir. Ah c'est vrai BFM. Ah ouais, toujours quand il fait nuit. Bon bah bonsoir. Benoît Grossman, DG d'Idinvest avec nous ce soir. Benoît, bienvenue. Bonsoir. Un des plus gros investisseurs sur la tech et sur la place de Paris. On vous voit quasiment une fois sur deux quand il y a un tour de table, généralement, en tout cas dans les bons coups. Il y a Idinvest. Et puis Grégory Volokin qu'on va retrouver à New York, Mescart Financial Services. Grégory, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et je salue aussi Frédéric Bianchi qui nous accompagne pendant cette demi-heure. Salut Frédéric, bfmbusiness.com, on te dit régulièrement sur notre site. Peut-être, je sais pas qui veut démarrer, peut-être Grégory, vous qui êtes à New York, peut-être aux avant-postes là. On a l'impression qu'effectivement les startups, de la tech en particulier, bout de la bourse, on sait à peu près, on peut se dire peut-être qu'on a quelques raisons, ou si on se met à leur place, est-ce que vous les comprenez et est-ce que ça va durer selon vous?
À la fois je les comprends et la seconde réponse c'est que je ne pense pas que ça va durer. Alors pourquoi je les comprends pendant des années, je dirais pendant 3 ans, 4 ans, c'était extrêmement facile de lever des fonds très importants en faisant des tours de table à Silicon Valley. Tout le monde était là. Vous aviez les venture capitalistes, vous aviez les fonds de pension, vous avez des banques. Enfin tout le monde voulait vraiment mettre de l'argent dans ces start-up. Et puis en fait, comme tout, il y a un moment où ces fonds commencent à s'épuiser d'une certaine façon. Et on voit maintenant que sur les 3 derniers trimestres, il y a une baisse sur chaque trimestre donc de ces funding pour ces fameuses unicornes. Donc jusqu'à l'été, je dirais, je comprenais tout à fait que ces compagnies ne cherchent même pas à rentrer sur le marché. En plus, elles échappaient tout à fait à l'œil des investisseurs. Hein. Les investisseurs aiment bien voir des profits, ils aiment voir des taux de croissance qui sont en pleine croissance. Et maintenant, je dirais, les choses sont en train de tourner un tout petit peu. Et je pense, en tout cas à mes yeux, que on va avoir dès le début de l'année prochaine pas mal d'IPO de compagnies qui tout simplement ne trouvent maintenant plus les fonds suffisants auprès des capitaux privés. Ah, ça va être la faute de Benoît Grossman. Alors c'est plus compliqué le capital risque. Vous êtes vous avez la dent plus dure, vous êtes plus difficile. Non, alors faut savoir que s'introduire en bourse, je veux dire un peu des la palissade, il y a des avantages, des inconvénients. Les avantages, ça permet d'avoir une notoriété, ça permet de lever de l'argent, ça permet de faire éventuellement des acquisitions qu'on peut payer, ce qu'on appelle en paper money, en actions. Les inconvénients, il y a un reporting qui doit être fait de manière trimestrielle ou semestrielle, suivant qu'on est coté aux États-Unis ou en France. On est scruté par les analystes. Voilà, ça c'est le côté négatif. Donc après, je dirais que chaque pas négatif, ça dépend pour qui. Hein. Pas négatif. L'actionnaire, c'est quand même. Bien sûr, c'est positif, mais c'est du contrainte pour la société. En plus, ça coûte un petit peu d'argent parce qu'il y a tout un formalisme juridique à respecter avec des frais légaux qui sont de plus en plus élevés. Donc voilà, faut peser le pour et le contre. Et en plus, il y a des sociétés qui, dans le profit, s'adaptent bien une introduction en bourse parce que ce sont des résultats avec une certaine récurrence, une certaine visibilité sur le chiffre d'affaires. D'autres beaucoup moins, avec des à-coups, avec des phases d'investissement. Les sociétés qui sont trop volatiles, pour des chiffres d'affaires trop volatiles, c'est pas des sociétés qui peuvent aller en bourse parce que c'est trop compliqué. Puis un investisseur, je dirais, institutionnel a du mal à comprendre ce genre de choses et ce genre de société doit plutôt être financé par des gens comme nous, par les venture capitalistes qui sont habitués à ce genre de choses. Hein. Bruno, vous comprenez parce que quand on regarde là ces derniers mois, on a juste des indices américains au plus haut. Donc on pourrait dire tiens, elles auraient pu en être, mais non, elles ont refusé ou elles ont repoussé l'échéance. Et la tech trust toutes les meilleures places. Je veux dire, vous prenez les 5 plus grosses boîtes au monde et donc de Wall Street, c'est que de la tech. Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Ou Amazon, Facebook. Alors, je pense qu'il faut faire un petit zoom arrière. D'abord, faut rappeler une chose, c'est que la bourse, c'est pas juste l'intro en bourse, c'est ce qui se passe après l'introduction en bourse. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'aftermarket est absolument désastreux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer en bourse. On peut toujours trouver le moyen de convaincre des investisseurs pour lever des fonds pour une IPO. C'est quoi l'aftermarket? L'aftermarket, c'est la vie du titre. C'est la vie du titre dans les 2 ou 3 années qui suivent. Même si vous faites des sous son cours de bourse, c'est ça que vous voulez? Alors, c'est pas tellement qu'on est sous son cours d'intro, c'est qu'on va avoir, en fonction de la taille, puisque vous parlez un petit peu de start-up, en fonction des résultats, on va avoir des sanctions qui vont être beaucoup plus lourdes, un nombre d'analystes moins grand que ce qu'il y a eu à certaines époques, et surtout une différence fondamentale entre le marché américain et le marché européen. Ça, je crois qu'il faut qu'on en parle. Si vous prenez le marché américain, il y a toujours eu un peu de spéculation sur le Nasdaq. Il y a une espèce d'appétit. Il y a toujours des histoires un peu étranges qu'on a vu arriver sur le Nasdaq, même en pré-revenu. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas encore, je dirais, éligibles selon certains critères pour la bourse et qui sont quand même rentrés. En Europe, on a un changement majeur. Moi-même, je suis rentré en bourse avec mon ex-entreprise BVRP en 1996 dans quelque chose qui s'appelait le nouveau marché. À l'époque, dans ces années-là, il y avait une logique. Ça consistait à dire que vous aviez des lieux où vous pouviez vous servir de la bourse pour faire la croissance future. C'est-à-dire que vous pouviez être une start-up d'une taille pas énorme. Quand j'y étais rentré, je ne faisais en 96 qu'une dizaine de millions d'euros. D'accord ? Et ensuite, c'est la bourse vous finançait ce parcours. Aujourd'hui, vous avez quand même une taille minimum et je dirais un nombre d'indicateurs minimum pour être éligible à la bourse, en tout cas en Europe. Et je ne vois pas une société qui fait moins de 50-60 millions d'euros, avec déjà de la profitabilité et une traction importante mensuelle, prendre le risque de la bourse européenne. Et même comme ça,
Si sa valorisation n'est pas énorme et qu'elle fait que 180 ou 200 millions d'euros, c'est-à-dire quand même 3 fois le chiffre d'affaires, le nombre d'analystes qui va être dessus va être extrêmement faible parce qu'elle n'atteindra pas le niveau minimum de 500 millions qui est intéressant. Donc, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, la bourse, en Europe, en France, est une bourse qui va plutôt récompenser une histoire d'entreprise déjà réussie qui veut passer le cran d'après qu'un outil pour financer la croissance d'une jeune société. Et ça, c'est un changement qui date finalement des 10 dernières années à peu près. Et même la création d'Alternex n'a pas changé ça, parce qu'Alternex reste un marché sur lequel il n'y a pas énormément de liquidités. Et pour dire les choses, il n'y en a même quasiment pas du tout sur ces entreprises qui se retrouvent avec 10 titres échangés par jour, ce qui ne vaut rien. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que si vous regardez en ce moment les multiples private equity par rapport à la bourse, c'est-à-dire les multiples de valorisation, si on prend une moyenne sur une année 2015, on a quasiment une valorisation 2 fois supérieure en private equity hors bourse qu'en bourse, ce qui est à l'inverse de ce qui s'est passé il y a de très nombreux. Ça, c'est les multiples français ou... Oui, moi je parle que des multiples français. Bah, alors, on va demander à Grégory si c'est pareil à New York. Enfin, typiquement, allons-y, Grégory, si Uber s'était coté il y a 2-3 ans, est-ce que ça vaudrait 68 milliards comme ce soir? C'est une bonne question et je suis tout à fait d'accord avec votre interlocuteur. Et je dirais qu'aux États-Unis, le problème est aussi le même. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en bourse, on a l'œil de l'investisseur qui veut non seulement de la croissance du nombre d'utilisateurs, mais il veut du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires récurrent. N'oubliez pas, par exemple, l'expérience de Twitter. Twitter s'était introduit en bourse. Au bout de quelques jours, le titre valait $60. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, le titre est à $17. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Twitter? C'est pas que Twitter ne gagne pas d'argent, ils gagnent de l'argent. C'est tout simplement que leur croissance, qui était à l'époque quand ils sont introduits en bourse, c'était une croissance annuelle de près de 30%. Maintenant, vous avez une croissance du chiffre d'affaires de 3%. Plus personne n'en veut. Donc, je dirais c'est un peu ça. Une compagnie comme ils dégagent du chiffre d'affaires, mais s'ils gagnent pas de l'argent, c'est pas des bénéfices. Ouais. Exactement. Dans le cas de Uber, répondu, Grégory, je vous coupe. Mais Uber, alors s'ils étaient en bourse, très clairement. Mais pour s'introduire en bourse, Uber aurait tellement d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que la façon de Uber, la façon dont ils ont de fonctionner, est à risque dans, par exemple, beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, les activités de Uber pourraient être tout simplement interdites. Donc, il y aurait beaucoup de, comme on dit, de red flags sur le prospectus. Qui refroidirait un peu les investisseurs. Et comme le disait votre interlocuteur, les multiples atteints en ce moment sur des multiples de private equity pour un Uber n'arriveraient jamais à ces niveaux-là, je pense, sur la bourse. Et surtout, les compagnies, comme le disait aussi votre interlocuteur, ne se financent plus vraiment maintenant en s'introduisant en bourse. Le financement, il vient avant. Et je dirais le parcours en bourse est rempli d'obstacles. Et à part les 4-5 noms que vous pouvez citer, il y en a beaucoup d'autres qui, après 2 ou 3 ans, ont pratiquement disparu de la cote et auraient peut-être mieux fait de rester privés. Bruno Van Riem, vous souhaitiez ajouter, ouais. Juste un mot. Simplement 2 choses qu'on oublie parce qu'on parle de la bourse. D'abord 2 choses. La première, c'est le caractère cyclique. C'est-à-dire que lorsque la bourse est au plus bas ou que ça va mal, tout le monde dit c'est fini, les introductions en bourse on n'en fera plus jamais, et que la bourse est au plus haut, même dans le Parisien ou aujourd'hui en France, on conseille aux jeunes startups d'aller en bourse. Donc il faut quand même garder un petit peu de distance, on est sur des longs cycles. En ce moment le cycle est un peu long parce qu'on a eu cette crise de 2008 et autres, mais vous aurez la même émission peut-être dans 2 ans où tout le monde dira on va en bourse. Je préfère vous prévenir de ça parce que comme ça fait un certain nombre d'années que je suis sur ce marché, que je connais un petit peu, j'ai déjà vécu plusieurs fois. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on oublie une chose extrêmement importante, c'est que la bourse permet, pour des entreprises qui y vont, de garder le contrôle de l'entreprise en perdant la majorité. Et ça, c'est pas si facile. Et le nombre, moi j'ai été président fondateur de Middlenex, l'association des valeurs moyennes cotées en bourse entre 2002 et 2005. Je peux vous dire que le nombre d'entreprises familiales qui ont été cotées, qui ont perdu donc la majorité, qui ont financé leur entreprise, mais qui ont pu, par le fait de la présence d'un public plus large et donc pas d'un investisseur de référence qui détient 51%, ça a pu permettre aux fondateurs de continuer à diriger leur entreprise avec évidemment tout ce que disait Benoît, à savoir la folie de la transparence, la folie d'avoir toute l'information en permanence sur le marché public, ce qui est terrifiant. Tout le monde ne peut pas aller en bourse, mais en même temps, les gars, ils ont à la fois pu assurer un peu de patrimoine de leur côté, garder le contrôle de l'entreprise et trouver de l'argent avec le paper money dont parlait également Benoît pour se financer. Donc la bourse, c'est pas si mal la bourse, à condition de savoir la gérer et d'être adapté à ça. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas aller en bourse. Et pour répondre à votre question du début, c'est peut-être pas les startups qui boudent la bourse, mais c'est aussi la bourse qui boude un peu les startups. Voilà.
Vous conseillez, Benoît, vos entreprises, quand vous êtes investisseur autour de table d'une start-up, d'imaginer pourquoi pas aller en bourse? C'était le cas dans les dernières, peut-être, hein, Bien sûr, c'est toujours des cas particuliers. Une fois de plus, il y a des sociétés dont le profil est adapté pour aller en bourse, et d'autres sociétés moins, comme l'indiquait de New York le cas de Uber. La problématique d'Uber, c'est avec toutes les procès qu'ils ont tous les différents pays du monde. Le jour où Uber s'introduit en bourse, il va y avoir des warnings, il va y avoir 50 pages de warning où il y aura 150 000 raisons pour lesquelles Uber ne peut pas réussir. Donc c'est un peu compliqué d'introduire ce genre de société. Le cas de Talen là, qui arrive en bourse après Criteo, donc entreprise française créée il y a quelques années dans le big data, donc à Suresnes, qui maintenant a une partie de son siège, va voir son siège tout court aux États-Unis, en Californie. Voilà. Comment vous avez suivi ça, vous, en tant que actionnaire alors déjà, les grosses différences entre les marchés boursiers américains et français ou européens, il y en a quelques différences qui sont assez notables. Première différence notable, c'est la liquidité. Je prends comme exemple, je prends par exemple Facebook. La liquidité moyenne sur les titres Facebook, c'est à peu près 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est la liquidité moyenne du CAC 40. C'est-à-dire que Facebook, à lui tout seul, c'est aussi liquide que tout le CAC 40. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 4 milliards de titres en valeur là qui s'échangent sur Facebook. Oui, tout à fait. Si on prend Apple, je crois qu'en quelques minutes, on a aussi les. Tout à fait. Et donc ça c'est Facebook. Puis après il y a Google, il y a Amazon, il y a Oracle, il y a Microsoft, il y a Intel. Donc en termes de liquidité, c'est sans commune mesure. Et la seconde différence aussi, c'est la qualité des analystes qui suivent les valeurs. Nous, lorsqu'on avait fait le choix d'introduire Criteo en bourse en 2013, la question se posait de l'introduire soit en Europe, soit aux États-Unis. Et s'il avait été introduit en Europe, en France, il aurait été suivi par 4 analystes. Les analystes qui suivent le domaine des médias, donc ils ont été suivis par l'analyste qui suit Vivendi, Lagardère, Publicis, très bien. Aux États-Unis, ils sont suivis par 15 analystes qui suivent que les ad-tech. Voilà. Alors c'est pas que les analystes financiers américains sont plus intelligents que les analystes français, c'est juste qu'en France, il n'y a pas la liquidité, il n'y a pas la profondeur de marché pour avoir des spécialistes de la tech. Et donc la qualité des analystes américains, mais sans commune mesure. Ils sont suivis par 15 spécialistes. Pareil pour Talen, qui s'est introduit au Nasdaq en juillet dernier. Ils ont été introduits en France, ils ont été suivis par 5 analystes qui suivent le monde du logiciel, et les analystes qui suivent je sais même pas quelle valeur. Et là, ils sont suivis par une dizaine d'analystes qui suivent que le domaine du big data. Le big data, c'est quelque chose de très compliqué, très spécifique, et c'est pas que c'est compliqué de le suivre, mais il faut avoir une profondeur de marché pour le faire. Voilà, ça c'est la grosse différence. Messieurs, vous restez avec nous, courte pause, on va se retrouver dans un instant.